L'un des points de convergence, c'est que tout le monde est unanime, qu'aujourd'hui, nous avons besoin de prendre en compte la question des pays côtiers. Je lance un appel d'abord aux organisations des éleveurs pasteurs à ce qu'on se fasse reconnaître au niveau de nos terroirs et qu'on se maintienne dans les instances de décision et qu'on essaie de se battre pour que les partenaires, les bailleurs de fonds reconnaissent le pastoralisme et que nos États reconnaissent le pastoralisme et arrivent à financer des financements adaptés et adéquats aux organisations d'éleveurs pasteurs de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est. Mais surtout, on souhaiterait avoir le FRAPS 3 pour que nous puissions quand même préparer la relève intergénérationnelle et développer le pastoralisme. À travers le FRAPS 3, nous devons avoir aujourd'hui des unités modernes de transformation des produits laitiers. Nous devons avoir des boucheries modernes. Avec le FRAPS 3, nous devons dépasser des poulaillers, des petites exploitations et vers des poulaillers modernes de l'agriculture familiale traditionnelle. Je ne parle pas de l'agriculture moderne. Nous devons aussi avoir des périmètres de culture fourragère à des dimensions de 20 à 50 hectares à 200 hectares pour que, comme à l'image de ce que conserve l'Europe en fourrage, que nous puissions avoir des magasins de conservation de fourrage pour nourrir notre cheptel, pour moderniser le pastoralisme au niveau du Sénégal et au niveau de l'Afrique. Nous, au Sénégal, on sait que c'est le pastoralisme qui nourrit le Sénégal, qui nourrit la sous-région, et qu'avec le pastoralisme, on peut créer des emplois. Tantôt, un président disait que l'élevage pastoral peut tirer l'économie du pays. Et je suis consciente que l'élevage pastoral peut tirer l'économie du pays et peut développer les pays sahéliens à travers l'intégration agriculture-élevage. Et connaissant le milieu vraiment de la jeunesse pastorale, nous pouvons dire que les jeunes du milieu pastoral sont abandonnés à leur triste sort. Et ça, c'est une réalité sur le terrain que nous vivons en tant que jeunes ambassadeurs du pastoralisme. Surtout, je pense à un jeune du milieu pastoral, quelqu'un qui était pendant longtemps seulement dans le savoir-faire de l'élevage. Il n'est pas été à l'école, il ne connaît pas ce qu'on appelle la formation, il suit ses bétails et certainement avec les chocs, avec les problèmes qu'il rencontre, il perd ses biens. Alors qu'est-ce que ce jeune-là devient? Et donc cet abandon est actuellement à l'origine aussi de certains vraiment défis que rencontrent même les États et la sous-région. Du coup, c'est vraiment important de vraiment mettre à table la question de la jeunesse au forum de Nouakchott pour qu'au moins les jeunes du milieu pastoral aient aussi une inclusivité. Et surtout, vraiment, il faut qu'on repense vraiment aux services sociaux de base. Les gens parlent actuellement d'une santé unique, par exemple, santé animale, santé humaine. Mais nous, on appelle aussi à une éducation unique. Les jeunes vraiment du milieu pastoral a besoin aussi de l'éducation, il a besoin de la formation, il a besoin aussi d'assistance, d'insertion socio-professionnelle. Et donc, tous ces éléments, nous appelons à ça vraiment pour que ça soit pris en compte au forum du Nouakchott. C'est bien regrettable de constater que quand il s'agit d'indexer et de voir le côté négatif, les gens oublient de voir quels sont les avantages qu'on peut tirer du pastoralisme. Et c'est à ce niveau que aussi, je pense qu'à la prochaine déclaration, les gens doivent se pencher. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que les pays côtiers, les pays sahéliens puissent aller ensemble et que chacun puisse situer les responsabilités et voir c'est quoi la difficulté majeure qui fait qu'on ne se fait pas confiance. Parce que c'est une question de confiance. Ça veut dire à un moment donné, il faut encore s'asseoir et réévaluer pour voir si c'est la bonne décision. Mais il est temps que chacun s'assoie et prenne des responsabilités qui lui permettent d'avancer. Et on en est à une situation où j'aime bien ce que le président du RBM disait. Il faut s'examiner, se dire, est-ce que j'ai été à la hauteur? Est-ce que j'ai joué ma partition? Est-ce que je suis prête aujourd'hui à prendre ma main et dire, j'ai failli à tel endroit, pour être en mesure de dire, je suis prête à me corriger, je suis prête à ouvrir la main
pour accepter les autres dans leurs différences, mais à construire quelque chose qui peut être beau, parce que le pastoralisme reste un mode de vie. Combattre tout ce qui peut contribuer à la promotion du pastoralisme, c'est combattre toute une vie. Et on doit faire attention. Nous sommes des jeunes. Nous avons eu la chance d'être impliqués dans ce processus pour pouvoir participer aujourd'hui à ce débat très important. Ça nous réjouit de faire partie de ce groupe, de rejoindre le rang des grands pour non seulement les écouter, mais aussi pour partager ce que nous pensons, nos visions. Et on estime qu'il y a quand même de l'espoir, mais cet espoir fait appel à plus d'engagement et à plus de détermination. Et nous sommes là en tant que jeunes ambassadeurs du pastoralisme et nous sommes à bras ouverts pour pouvoir partager ce que nous pensons et partager nos aspirations, nos motivations pour qu'ensemble, aux côtés des États, aux côtés des OPR, que nous puissions ensemble se tenir les mains dans les mains. Parce qu'on le veuille ou non, le pastoralisme sans la jeunesse n'ira nulle part. En termes d'engagement concret, ce que nous attendons, c'est d'abord par rapport à cette vision de travailler aussi bien pour les pays sahéliens que pour les pays côtiers. Ça, c'est un engagement que nous attendons. Et nous attendons aussi que les États s'engagent à promouvoir eux-mêmes le pastoralisme en mettant dans les budgets nationaux des ressources suffisantes pour pouvoir développer le pastoralisme et l'agropastoralisme dans nos pays. Et maintenant, faire en sorte aussi que les partenaires techniques et financiers participent à cela et veiller à ce qu'il y ait une articulation, une cohérence entre les priorités au niveau des pays et les priorités dans la région et dans nos organisations gouvernementales là, soient bien articulées et que on ne prenne pas une décision qui favorise et qui autorise la transhumance et que de l'autre côté, un pays ferme sa frontière pour la transhumance. Donc, voilà.